On se retrouve encore, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde dans le cadre de votre magazine Actualité Croisée. Comme nous avons toujours le plaisir de recevoir sur ce plateau une personnalité de marque avec qui nous faisons la ronde des questions d'actualité socio-politico-économique qui fait sensation en République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons reçu M. Willy Michiki qui est passé ici. Il nous a parlé de ce qu'il voulait parler. Aujourd'hui, nous recevons également une personnalité du monde politique congolaise. Il s'agit de M. Michel Dioum, qui n'est autre que le président de l'ACDR, Action congolaise pour la démocratie et la réforme. Action congolaise pour la démocratie et la réforme. Avec lui, nous allons faire la ronde de l'actualité. Nous allons échanger à bâton rompu. Il va nous répondre par rapport à toutes les préoccupations qui taraudent notre esprit. Monsieur Michel Dioum, bonjour. Bonjour, Guy. Grande joie de vous recevoir encore une fois de plus dans le cadre de ce magazine Actualité Croisée avec vous. Il y a toujours eu un dialogue très intéressant et puis que la nation, les opinions, l'opinion qui nous regarde tire toujours profit. Et après l'élection de décembre dernier, vous êtes éclipsé, qu'en est-il? Oui, parce que j'ai assez parlé. Comme syndicaliste, j'ai dit beaucoup de choses. Comme acteur politique, j'en ai dit. Comme membre du Conseil économique, j'en ai dit. Et puis, je pensais sincèrement qu'il fallait me taire pendant un temps. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui ne bougent pas. Et ça bouge avec des Congolais. Donc, je devais observer la vie politique comme elle avance. Et nous avons eu cette période électorale qui a été assez chaotique pour le parti. Nous avons positionné 70 candidats à travers le pays, 72 à travers le pays. Nous n'avons reçu que 2 députés provinciaux, Léa Collet et l'autre dans la ville de Bandundu. Alors, il fallait prendre le temps de faire l'évaluation de cette élection et voir comment se repositionner. Maintenant, on est sorti, les jeunes ont commencé à s'organiser à Kinshasa, les fédérations aussi commencent à bouger pour les prochaines élections. Je l'espère, en 2020, nous aurons les élections locales. Donc, nous recommençons. N'oubliez pas que lorsque nous avons lancé le parti, nous avons dit qu'on participera aux élections qui vont se présenter à nous. Mais le système, comme il fonctionne aujourd'hui, n'a pas assez de ressorts pour positionner le Congo demain. Donc, il faut faire un effort et j'espère que Tshisekedi le fera. Il faut faire un effort pour qu'il y ait une plus grande participation politique. C'est-à-dire qu'il faut organiser des élections locales qui permettront que nous puissions avoir des personnes qui contrôlent leur quartier, leurs rues, leurs territoires et leurs communes. À partir de là, la deuxième phase des élections provinciales et locales sera beaucoup plus aisée. Cela passe par un certain nombre de réformes que je ne suggère pas à la télévision parce que je pense que le président qui est élu a un certain nombre de réformes qu'il va faire. Nous allons observer, nous allons applaudir celles qui marchent et nous allons ce qui ne marche pas pour qu'il puisse le faire au profit de la grande majorité. Voilà. Alors, M. Michel Dioum, vous étiez partie prenante aux dernières élections du 30 décembre. Quand vous parlez de la réforme, parce qu'on a entendu le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, en visite en RDC, il a parlé aussi de réformer certaines institutions. Vous êtes dans cette paire de manches? Oui. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand on dit réformer les institutions, les gens parlent beaucoup des hommes. Non. Moi, je ne parle pas des hommes, je parle des structures. Il a fait mention de la CENI et puis de la Cour constitutionnelle. Oui, même quand on parle de la CENI, on parle des hommes. Les gens oublient que la CENI a un mandat qu'on ne renouvelle pas. Donc quand ils terminent, comme ils viennent de terminer là... Ce sont les hommes qui animent les institutions. Justement, mais il faut commencer par les réformes des structures. Les hommes vont animer les structures. Quand les structures sont étroites, comme regardez aujourd'hui, 500 députés, 65 membres du gouvernement, vous ajoutez un peu dit les 20 ou 25 députés par province, et puis 10 ministres. La vie politique s'arrête là. Maintenant qu'on a déjà toutes ces personnes, ceux que vous n'avez pas vus à la télévision, cherchent des entreprises. Alors c'est un domaine économique sur lequel il faut mettre des gens qui ont une certaine compétence, qui ont une expérience. Alors si on fait comme toujours, c'est-à-dire il faut chercher des espaces, comme je vous ai dit, il n'y a pas assez d'espace politique, on n'a pas assez élargi, les gens vont aller dans les entreprises. Pour faire quoi? Pour faire la politique. La politique et l'économie, c'est deux choses différentes. Il faut faire de la bonne politique pour que ceux qui connaissent l'économie fassent de la bonne économie. Voilà. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut réformer pour qu'il y ait des canaux sur lesquels les gens peuvent s'exprimer. Je vais vous donner un exemple, peut-être qu'on va trop loin. Nous avons eu une élection parmi les meilleures, mais nous l'avons détruite politiquement.
le système qu'on a eu là, comme on appelle de machine à voter. Machine à voter, ouais. Mais s'il y avait un consensus politique, nous aurions été les meilleurs en Afrique. Mais qui ose le dire aujourd'hui? J'espère que lorsque les esprits vont se calmer, qu'on aura une autre architecture de la CENI, les gens viendront pour parler que ce système il est bon. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'il y a eu tellement de dégâts. Tellement de dégâts politiques et finalement techniques, parce qu'on a dit qu'on a même nommé des gens, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, je n'ai aucune preuve pour affirmer cela, mais nous avons payé les prix aussi. On a des gens qu'on attendait, qui devaient être élus, qui ne sont pas élus. On pense qu'il y a eu des manipulations. Alors, s'il y a consensus politique, si on réforme les structures, et qu'on a des personnes qui sont spécialisées dans tel domaine et tel domaine, qui animent ces institutions, je crois fermement que le pays peut décoller. Vous tirez quelle leçon des dernières élections? Une élection assez importante, les élections dernières, très importantes pour le pays. Parce que c'était votre première participation. Première participation pour nous, mais il faut voir les signaux de ceux qui participent toujours. Qu'est-ce que Joseph Kabila voulait? Il voulait poser un geste pour commencer la reconquête de l'indépendance de notre pays. On a eu l'indépendance politique qui nous a été donnée. Et jusqu'aujourd'hui, pour être ministre, il faut avoir un copain qui est dans une institution internationale ou qui est dans un pays stable qui vous soutienne pour être là. Maintenant, avec ces élections financées par les contribuables congolais, moi j'en ai payé, si les gens n'ont pas vu, mon salaire. Il est payé autour de 92. Tout simplement parce que cette différence d'échange aurait servi à quelque chose. Qu'on ne me dise pas le contraire, tous ceux qui sont branchés sur les trésors publics ont financé ces élections. Et même les pétroliers, je viens de voir que c'est maintenant qu'on est en train de leur rétribuer leur manque à gagner de l'histoire de 100 millions et de 15 millions que vous avez vu. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous direz bien qu'au président, merci beaucoup. Cette histoire des 15 millions qui fait tabac. Mais entre nous soit dit, vous avez fait une lecture des dernières élections en République démocratique du Congo. Mais l'actualité... J'ai dit que nous avons fait une des bonnes élections en Afrique, mais détruite par l'absence du consensus politique. Mais il y a eu quand même des dialogues, il y a eu des concessions qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de coalition FCC-Cash. À première vue, quelle chance donnez-vous à ce gouvernement? Toutes les chances qu'on donne à un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale est de nature faible. C'est la seule chance qu'elle a, c'est d'être un gouvernement faible. Pourquoi? Parce que le président est élu, il n'a pas de majorité et il fait un effort. Les gens qui se sont regardés comme des chiens de faïence hier font un effort pour pouvoir coaliser afin de gérer l'État. Cet élément-là, c'est déjà important. Tu as vu le temps que ça a pris. J'imagine que c'était le temps où ils cherchaient à se retrouver des schémas consensuels sur lesquels ils vont travailler. Alors, maintenant, passer l'étape que nous avons toujours dit quand on ne peut pas accuser quelqu'un si on ne l'a pas encore entendu. Nos ministres, nous devons le voir à l'œuvre. Lorsqu'ils sont sur terrain, probablement que nous allons voir que tel est compétent, tel n'est l'autre. Parce que même quand nous enseignons, nous disons que la compétence ne se décrète pas. C'est lorsque quelqu'un est sur terrain que vous voyez, ah, il est compétent pour faire ceci, il n'est pas compétent pour faire cela. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner toutes les chances aux femmes et aux hommes qui sont nommés au gouvernement pour assurer deux choses. La première chose, le premier ministre dit le redressement de notre pays. Ce redressement politique, on en est déjà. Mais maintenant, c'est le redressement d'abord économique. Alors, est-ce qu'il aura une équipe qui va s'occuper véritablement de l'économie? Je n'en sais rien. On verra comment ils vont s'organiser sur le terrain. Il y aura des commissions qui vont travailler au niveau de... Et dans ces cas-là, qu'est-ce que fait votre structure, le Conseil économique et social? Le Conseil économique, c'est une chambre de consultation. On va ouvrir juste une parenthèse. Je n'ai pas le mandat pour parler du Conseil économique. Nous avons un rapporteur qui organise ce type de débat sur la question. Nous sommes une troisième chambre de consultation. En fait, le Parlement a 3 chambres maintenant, mais le pays, le Congolais moyen ne le connaît pas. Nous avons le Sénat, nous avons la Chambre basse et nous avons le Conseil économique comme 3e chambre uniquement pour la consultation. Alors, quand vous avez un pays qui n'a pas l'habitude de consulter, donc, le Conseil économique est dans la situation que tu vois aujourd'hui. Apparemment, ne fait rien. Et pourtant, il y a énormément de travaux qui ont été faits les 4 dernières années. En passant, je vais vous dire que le mandat se termine bientôt. Nous faisons la dernière session de ce mandat-là le 1er octobre. Sur la question du pays, la réforme de la sécurité sociale, le président de la République nous a consultés. La seule consultation officielle que nous avons eue. Les autres, nous avons fait des auto-saisines. Je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire que les pays qui avancent ont des écoles de stratégie. Nous avons une école qui est sur
au commandement. Je ne connais pas ce qu'ils font, je ne me suis pas encore intéressé. Mais la chambre de consultation qu'on appelle Conseil économique, c'est une école de stratégie. Il anticipe les études sur les questions qui touchent à la vie nationale. Je vous donne deux. La guerre qui va venir les années prochaines, c'est la guerre de l'énergie. C'est la guerre de l'eau. Et parce que la guerre de mines, vous l'avez tous les jours, je n'ai pas besoin de citer ça. Et le Conseil économique regarde ces questions avec grand intérêt pour dire au gouvernement, le président de la République, c'est ce que dit la loi, le président de la République, le Sénat, la Chambre basse et même les provinces pour dire attention, nous avons la question de l'eau. Il y a des pays qui ont manqué d'eau pendant longtemps. Le lac Tchad est en train de sécher. On demande à la République de transférer de l'eau. On risque de prendre une décision sans comprendre ses conséquences. Et le Conseil étudie et dit au gouvernement, attention, vous ne transférez pas l'eau à partir de là où on les demande, parce que nous avons l'océan. On a proposé énormément de stratégies pour que le président de la République, à l'issue de la pression internationale, ne puisse pas aller dans ce dossier qui a été travaillé sans nous, sans le Congo. Véritablement, toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'il y a peu, le Congo n'était pas intéressé. Alors, ça c'est une guerre stratégique qui arrive. Laissez-moi terminer sur l'énergie. Ok. Et nous n'avons pas véritablement la production du pétrole. Est-ce que tu sais que d'ici 2025, les ressources pétrolières du monde vont commencer à poser problème? Et qu'en 2020, nous risquons de rentrer à $120 le baril. Personne n'en parle aujourd'hui, mais le Conseil économique anticipe pour dire nous devons déjà maintenant commencer à regarder la question de l'énergie, d'abord en commençant par le carburant, parce que nous le consommons assez, voir quelle sera la position du pays. Est-ce que nous allons continuer uniquement à acheter du carburant et soutenir notre économie, ou nous devons être producteurs? C'est maintenant que le Conseil économique parle de ça. Nous avons énormément de questions stratégiques qui sont faites. La question des mines. Personne ne nous laissera calme tant qu'on n'a pas encore réformé notre armée pour avoir une armée dissuasive. Il semble que dans les pays, dans les temps, nous en avions. Le Conseil économique n'a pas fait un avis, mais nous devons le dire au chef de l'État. Lorsqu'on parle de la force de ce pays, sa grandeur, ainsi de suite, il faut regarder l'armée, parce que si nous avons une armée forte, les gens, pas seulement ceux qui nous avoisinent, qui eux aussi sont en difficulté, ils veulent se servir avec les multinationales. Mais le monde est dirigé. Ceux qui dirigent le monde vont nous donner du respect si au niveau des centres nucléaires, ils apprennent que nous enrichissons l'uranium. Ils nous surveillent. Pourquoi? Pourquoi l'arme nucléaire, nous on n'a pas? Pourquoi nous on n'a pas de connexion satellite? Donc nous avons des questions stratégiques qui sont étudiées tranquillement, parce que les gens qui sont au Conseil économique, ils ont le temps et la compétence que beaucoup non pas, sur tous les temps. Ils ont la compétence, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Parce qu'on n'a pas la pression au Conseil économique. Nous a donné la possibilité de parler sans être inquiété, on a l'immunité, et on vous a donné le temps d'étudier la question approfondie et ne produire qu'un avis. Un avis, ça veut dire que le chef peut prendre en compte ou les mettre de côté. Et c'est ce que nous faisons. Les avis sont là. Toi, tu peux t'en abréver. Tu parles au conseil, on te donne tous les avis et tu fais la publicité comme tu veux. Alors, Président Michel Dioum, nous rentrons dans le cadre politique. Nous parlions avec vous du gouvernement des 66 membres publiés par le professeur Sylvestre Ilukamba. Mais quand même, son passé pose problème. Vous pensez qu'avec 66 membres, après avoir échoué à la SNCC, il pourra redresser la pente, malgré la confiance que le président lui a donnée? Bon, il a échoué à la SNCC. Non, ce n'est pas Ilunga qui a échoué. C'est le pays qui n'a pas bien saisi la question des réformes, y compris Michel Dioum. Lorsqu'on nous disait qu'il fallait réformer l'ONATRA, qu'est-ce que moi je disais sur ton plateau? Je disais que ce n'était pas possible, on ne voulait pas la transition avant 2012. Après 2012, j'ai tenté de changer de stratégie pour dire non, on doit aborder les réformes. Mais j'ai été vilipendé. Ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avions pas compris qu'on ne peut pas fonctionner en 2019 comme si nous étions en 1960. Le monde avance. Les structures avancent. On avait 20 millions d'habitants une certaine année. Aujourd'hui, nous sommes à 80 millions. Lorsque j'ai suivi Mme Jeannette au Parlement, j'ai compris qu'elle est allée même plus loin. Mais nous ne sommes pas à 80, nous devons être plus, peut-être 100 millions d'habitants. Alors, si vous avez un pays qui a 100 millions d'habitants, je crois qu'il faut regarder la question des réformes économiques. Si nos entreprises fonctionnent comme en 1965, ça veut dire qu'ils ne donnent aucune chance à la nouvelle génération. Regardez les entreprises qu'on a appelées structurantes.
La Banque mondiale a financé pour que nous puissions les réformer. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient mal faites. Je te dis déjà qu'au niveau gouvernemental, on a pensé que ces réformes appartenaient au ministère du portefeuille. Et je crois que le ministre du portefeuille de l'époque aussi, le ministre successif, ils ont pris aussi ça en charge en disant c'est nous. Non, il faut qu'il y ait une dynamique gouvernementale pour que les réformes portent, parce qu'il y a des entreprises transversales qui, lorsque vous réussissez une réforme, il va entraîner les autres. On les appelle des entreprises structurantes. Il faut absolument le faire. Et Ilunga a fait tout son travail. Il ne me connaît pas personnellement, peut-être par rapport à des déclarations fracassantes en tant que syndicaliste, mais je n'ai pas eu beaucoup d'occasions, on a fait 2 ou 3 réunions seulement. Lorsque tu parles avec lui, tu sens qu'il avait déjà une idée juste de ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Lorsque le mandat se termine, le gouvernement récupère Copirep. Et tu connais comment le gouvernement finance ces structures. Je crois que c'était le moment pour lui de faire un premier test. Il est allé à la SNCC. À la SNCC, le gouvernement a fait un accompagnement mitigé. Une entreprise qui n'a plus investi depuis 20 ans. Et le tonnage au chemin de fer, ce n'est pas la locomotive. C'est la combinaison du matériel. Vous avez la voie, vous avez la locomotive, vous avez le wagon, vous avez la signalisation, vous avez les hommes. C'est à partir de cette combinaison que vous pouvez faire le tonnage. Et, je ne sais pas, avec uniquement les locomotives données par la Banque mondiale, on a pensé régler la question, mais il fallait un financement sur la voie. Il fallait réhabiliter la voie, il fallait des wagons, il fallait tout un mécanisme pour reprendre la SNCC là où elle était, pour le remettre à surface, parce que les personnes qui ont tué la SNCC, c'est des personnes qui ont acheté des camions. C'est comme le chemin de fer de Kinshasa-Matadi. Ceux qui demandaient les wagons hier ont eu des jeux de litiges commerciaux qui ont été montés tels qu'ils ont été montés. Je n'ouvrais pas ces débats, je n'ai pas envie de rentrer sur mes questions anciennes. On finit par payer ces litiges et les gens se sont achetés des camions. Ils n'avaient plus besoin d'emprunter le chemin de fer. Et quand les mêmes clients deviennent autonomes, et bien vous ne pouvez rien faire. Donc, je ne dis pas que lui, il a échoué. Je dis que c'est la personne la plus outillée pour poursuivre les réformes économiques. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a pris? Je ne sais pas. On l'a pris dans quels critères, mais je ne sais pas. Mais je dis que c'est une chance pour le pays d'avoir une personne qui, lui, il a été financé et c'était professeur d'économie, en passant, d'un certain âge, c'est-à-dire économie assis, un économiste assis. Et il avait une idée nette, il voulait faire, il n'a pas pu, maintenant il a le pouvoir de faire. Okay. Et moi, je pense que ça, c'est positif. Il a le pouvoir de faire. Il va le faire dans le cadre du gouvernement d'union nationale. Il est toujours faible. Je ne le change pas. C'est le Premier ministre qui me l'a dit. Je ne le cite pas. C'est Mozito. Il m'a dit, Michel, le jour où on t'appelle pour être Premier ministre, si on donne à un gouvernement, on dit le nom du gouvernement d'union nationale, ce jour-là, tu sais que c'est un gouvernement faible. Je n'entre pas. On n'est pas dans ce débat de juger ce qui va se passer. Alors, Président, alors, Monsieur Michel Dioum, vous êtes en train d'évoluer très bien dans votre réflexion par rapport aux questions d'actualité, mais le sujet qui fait aussi débat aujourd'hui, c'est trait à la gratuité de l'enseignement primaire, l'enseignement de base. Le président de la République a donné un signal fort en inaugurant l'école Mokengeli, rénovée totalement. Et par cet acte-là, il a même dit dans son discours d'investiture que l'école d'enseignement de base sera gratuit. Alors, vous pensez que le gouvernement Ilunga peut remonter la pente de cette question? Bon, c'est difficile pour moi de dire quelque chose de concret là-dedans. D'abord, il faut détacher cette question des mandats présidentiels. Le mandat présidentiel, le président a fait une campagne électorale et il a fait une promesse. Il est maintenant en train de faire un effort pour asseoir sa promesse électorale. Moi aussi, quand je suis parti à mon village, comme je sais que ça existe dans la Constitution, j'ai dit aussi, les gens qui ne m'ont pas vu venir depuis 30 ans ne m'ont voté, même si je n'ai pas été proclamé, grâce à cette promesse de la gratuité de l'enseignement fondamental. Okay. Maintenant, entre ce que le président veut, l'élément fort, c'est qu'il est à la tête de l'État et les paroles du président sont véritablement des actes. Je peux dire, il faut les prendre comme état déjà des actions sur le terrain. Parce qu'il a tout un gouvernement, il a les provinces, il a tout, il a des structures pour pouvoir asseoir sa volonté politique. Mais est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Je me dis oui, mais il fallait que nos collègues qui ont la charge de l'enseignement, j'appelle collègue parce que moi-même je suis enseignant. Je dis l'Église catholique,
l'église protestante, l'église kimbanguiste et le réseau officiel, tant bien que mal, devraient avoir des réflexions communes pour identifier les vrais problèmes qui empêchent la gratuité. Et apporter des vraies solutions. Et ces problèmes doivent être traduits sur un budget. C'est pourquoi aujourd'hui je suis mal à l'aise de pouvoir dire est-ce que ça va réussir, ça ne va pas réussir. Nous avons la rentrée scolaire au moment où le pays n'a pas un budget. C'est lorsque nous allons voir le débat sur le budget que nous saurons si le président Tshisekedi va réussir l'entrée de cette mesure importante. S'il m'aurait demandé le conseil, j'aurais souhaité qu'on reparte de là où Makera a laissé. Makera a eu quelques zones tampons, je peux dire ciblées, où on a expérimenté quelles sont les difficultés que nous avons eues par rapport à ces zones. J'imagine que ceux qui sont conseillers du président ou qui sont à la primature ont déjà ces informations que moi je ne dispose pas. Comment ça a fonctionné? Parce que la gratuité a fonctionné au Katanga, dans le Bandundu et probablement même au Kasaï. Okay. On a choisi des zones. Comment ça a fonctionné? Si moi je suis intéressé, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut une réforme globale. On commence la réforme de l'éducation par la maternelle. C'est à l'école primaire et à la maternelle qu'on apprend à calculer, à écrire et à lire. Lorsqu'on disait que mon père était un intellectuel, c'est tout simplement parce qu'il calculait correctement, il écrivait correctement et pouvait lire. Aujourd'hui, nous avons à l'université des gens qui terminent le graduat, mais ne peut pas écrire la lettre de demande d'emploi, encore moins, il ne connaît pas la différence entre une lettre de demande d'emploi et une lettre de motivation. Son propre CV, je viens d'en corriger jusque maintenant, cet avant-midi, j'ai corrigé des CV des gens qui pensent que moi je pouvais leur donner du travail alors que je ne peux pas. Quand je regarde le CV, je me dis, il a étudié où? Ça veut dire que la réforme ne doit pas se limiter au fait qu'il n'y aura pas de frais de l'État payés. Quand on dit la gratuité, ça veut dire quoi? C'est les frais que l'on donne à l'État. C'est ça qui va être pris en charge. Maintenant, prenons à 10 heures, les enfants sont en récréation. Ils doivent aller faire toilette. Mais les frais là, qu'on a aménagé les toilettes, c'est qui va payer ça? Ça s'appelle le frais de fonctionnement. Est-ce que c'est l'État qui paye? Est-ce que c'est les parents qui payent? Il y a énormément de questions qui ne sont pas encore réglées. Donc, je pense que le seul avantage, c'est que le président a dit, comme il a dit, que l'ensemble des acteurs se mettent pour donner la forme. Et que d'ici, on peut aller en titubant, mais d'ici là, peut-être que ça va marcher. Pour moi, il faut aller palier par palier, maternelle, peut-être jusqu'à 3e année. Il faut même s'intéresser à cette question de 7e et 8e année qu'on a fait dans la réforme. Pourquoi on va à 7e et 8e année alors qu'on avait un système qui fonctionnait? Quand tu regardes les bâtiments qui sont construits, quand on construit une école, on construit 6 portes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre la réalité des terrains et ce que nous voulons faire intellectuellement. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre les acteurs ensemble pour dire par où on commence. Comme ça, nous allons juger le président à la 3e année de son mandat. Parce qu'à la fin de son mandat, à la 5e année, nous serons en train de nous battre pour qui sera le nouveau président, qui sera député. On va mettre beaucoup de passion. Mais à la 3e année, nous saurons est-ce qu'on a démarré effectivement, est-ce qu'on a réussi l'école fondamentale gratuite. Pour l'instant, bravo. Le président a su le dossier, que les techniciens s'y mettent, que les acteurs privés et publics s'y mettent pour que nous puissions avancer. Puisque dans un État, il y a toujours des questions, il y a toujours des sujets, il y a toujours des suppositions et des propositions. Vous pensez que l'alternance a été utile d'être instaurée en République démocratique du Congo? Il n'y a pas quelque chose que Joseph Kabila vient de faire qui va donner aux générations futures la possibilité d'espérer comme ça. Nous avons une constitution qui a été votée, il y a des failles. Et le peuple s'est prononcé par référendum. Ça veut dire qu'ils ont accepté que dans ce pays, 2 mandats, ça suffit. Beaucoup de gens ont pensé qu'il faut que Kabila continue. Et il y en a qui pensent jusqu'aujourd'hui qu'il faut qu'il continue. Parce qu'ils n'ont pas vu, nous sommes dans le système coutumier. Les chefs, ils restent là jusqu'à sa mort. Et le système coutumier n'a pas changé dans nos têtes. C'est pourquoi, même quand on fait un parti politique, regardez les partis à part l'UDPS, quand les chefs disparaissent, parce que c'est le coutumier, le système coutumier. Je ferme la parenthèse rapidement pour vous dire que l'alternance, telle que c'est lui qui l'a donné, c'est vrai, avec l'appui de l'opposition, des églises et de tout le monde, c'est lui qui a ouvert la bonne porte, c'est Joseph Kabila. Je ne le connais pas personnellement. C'était de bonne foi ou soit c'était sous pression? Je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais été en face de lui, mais j'observe à distance que sa stratégie politique a payé. J'interprète
qu'il avait envie de pouvoir commencer probablement la vraie démocratie. Probablement. Je ne connais pas ses idées, je ne connais pas les personnes qui travaillent avec lui, mais je me dis, ceux qui ont travaillé dans ce dossier voulaient poser un geste fort par rapport aux générations futures et par rapport au gouvernement du monde. Tu sais que le monde est dirigé. Et ça a marché. Je crois que ça a marché. Le monde est dirigé. Personne n'a donné une chance au Congo de pouvoir voir le président Kabila se retirer et que quelqu'un qui n'est pas de son camp prendre le pouvoir. Ça, personne ne s'y attendait. Le jour où ça s'est fait, les gens qui connaissent la marche du monde, qui ont la possibilité de faire des projections, ont même fait des déclarations fracassantes. Et dans les jours qui ont suivi, ils étaient obligés de revenir la queue sur le patte pour dire que le Congo est en train de réussir quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il faut regarder ça? Non. Il faut regarder demain. Qu'est-ce que nous allons faire demain? Il faut que ce processus se termine. Il faut qu'il y ait des élections locales. On risque de tomber dans une crise à cause de l'exécuter de l'espace politique. Il faut élargir. Quand on va élargir avec les élections locales et que toi tu es bourgmestre et que sur le plan de la Constitution, on sait les pouvoirs. Regardez une question qui se trouve dans la Constitution qu'on aborde. Je crois qu'avec toi, on a déjà abordé cette question en privé. Tous les gouverneurs veulent qu'on leur donne 40% de recettes. Alors, si le gouvernement central à zéro, il rétrocède de combien? Pratiquement zéro. S'il vous plaît. Il faut dire qu'on a besoin de 40% de pouvoir que nous devons remettre au territoire, à la commune, pour que ces gens, à partir d'en bas, construisent les bases solides de notre économie, de notre politique, et ainsi de suite. Donc, je pense que pour vous les jeunes, cette alternance vous donne énormément d'espérance. Énormément d'espérance. Pourvu que les aînés qui sont avant vous puissent gérer cette alternance avec jalousie. Que personne ne puisse nous arracher ça. Parce que, regardez, Kabila s'est retiré, il est jeune. Il est jeune président qui est parti, il sait qu'il n'a pas plus de 2 mandats. Le premier mandat se termine, nous allons le juger sur les sauts de moutons, la gratuité de l'enseignement, la santé. S'il nous convient, nous lui donnons le deuxième. S'il ne nous convient pas, il tombe le premier, n'est-ce pas? En France, on a vu des gens qui n'ont pas fait 2 mandats. Il tombe après le premier mandat et quelqu'un d'autre passe. C'est lui qui prend que je travaille bien ou non, le Congolais n'acceptera plus que j'en fasse plus de 2. Alors moi, je pense qu'ensemble, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et ceux qui attendent, toi aussi tu attends, et ceux qui sont en bas aussi attendent, il faut que nous puissions gérer cette question avec jalousie. Qu'on ne nous arrache pas ça. Il faut qu'avec ces faiblesses, que nous puissions faire un effort de capitaliser le fait qu'on a fait un grand pas. J'ai aimé un ami qui a travaillé avec moi au Conseil économique en Côte d'Ivoire, qui a dit, quand je termine mon travail, je vais prendre ma retraite au Congo. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais vous êtes les meilleurs. On n'attendait pas ça de vous. Parce que les gens sont habitués qu'au Congo, il y aura seulement des bruits de bottes. C'est pourquoi ceux qui ont les moyens ont envoyé des militaires dans les pays voisins. Même nos voisins angolais se préparaient à la guerre. Alors, M. Michel Dioum, nous intéressons en douceur dans cet entretien, puisque s'il faut que nous parlions, les temps qui nous ont été impartis par le service des programmes courent déjà à son terme. Mais nous allons aborder quand même l'avant-dernière question. Vous êtes ici à Kinshasa et il y a une chanson, il y a un bruit qui s'est fait sortir ces jours-ci, dossier 15 millions de dollars américains dont l'inspecteur de finances a initié une enquête à la présidence de la République, patati patala. Je ne sais pas si vous êtes informé sur ces dossiers, mais vous pouvez nous apporter des éclairages. Bon, comme j'observe la vie publique, je vois tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Pendant longtemps, le président de la République et son gouvernement qui viennent de sortir ont voulu épargner le Congolais de l'augmentation intempestive des prix des denrées de première nécessité. Et comme c'est toujours collé avec les carburants, c'est pourquoi je t'ai dit l'enjeu de l'énergie, à commencer par le carburant, ils ont bloqué les prix et ils ont promis aux opérateurs du secteur que le manque à gagner sera payé. Lorsqu'on paye le manque à gagner, dans leurs accords, il y a une décote. Peut-être le mot n'est pas trop bien perçu, une décote que l'on fait et qui était versée à la commission de suivi des prix du produit pétrolier. Ce qu'ils en font, je n'en sais rien.
Mais je fustige le fait qu'on puisse mettre le directeur du cabinet du chef de l'État, que je ne connais pas. Je ne connais pas particulièrement, je le vois à la télévision, jusqu'aujourd'hui je ne l'ai pas encore salué. C'est malheureux de pouvoir dire que le directeur du cabinet du chef de l'État a sifflé ces 15 millions pour lui. Non. C'est vrai qu'il a produit un courrier. Quand tu regardes dans le processus, il a produit un courrier, il voulait que cet argent entre dans le compte de comité de suivi des travaux de 100 jours. Ok. Je ne sais pas si vous aussi vous avez perçu ça. Si ça allait là-bas, à ce moment-là, on financerait la suite des travaux. S'il y a des commissions là-bas, ce n'est pas un problème. Mais ce qui a été fait, ce comité fonctionne avec un conseiller du ministre de l'économie qui a la signature dans ce compte, le secrétaire général de l'économie qui a la signature de ce compte, pour que l'argent sorte, quelle que soit la personne qui va l'utiliser, il faut que ces deux personnes interviennent. Il y a eu des prélèvements et c'est là qu'intervient l'inspecteur général des finances pour regarder. On a décoté 15 millions, c'est entré dans le compte. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Si c'est arrivé, comment ça a été décaissé? C'est tout ce que l'inspecteur des finances a fait. Mais comme l'inspecteur général des finances dépend du président de la République, pour des questions que je ne peux pas aborder ici, il dépendait du ministre des Finances. C'était difficile de contrôler le ministre des Finances, qui, lui, il a des régies financières. Dans des questions de redressement des impôts, il y avait toujours de problèmes. Et Joseph Kabila a dit, eh bien, vous allez dépendre directement de nous, pour donner un peu plus de poids à l'inspection. Maintenant que l'inspection est là, et que c'est l'ANER qui écrit, vous allez enquêter. D'abord, je vais te dire quelque chose que je n'aurais pas dire ici, je le dis. Moi, j'ai appelé l'inspecteur. Il m'a dit non. Cette enquête, l'ANER peut la mener. Nous sommes les mêmes services. Donc, il ne peut pas nous exclure. Je crois que c'est de la... comment on appelle? Fake news. Ouais. Il me dit ça doit être un fake news. Parce que le document a circulé avant qu'il n'arrive à l'inspection. Mais très tard la nuit, comme c'est quelqu'un de très correct, il a pris le temps de me dire, papa, vous m'avez téléphoné pour ça, je viens de recevoir les documents ce soir. Et nous allons aller chez les chefs là-bas pour voir quelle serait la manière que nous allons aborder cette enquête. Ils ont éclairci, l'argent est entré dans tel compte, il y a eu tel courrier dont je vous parle pour lequel les gens ont spéculé que Camara a touché à l'argent de l'État. Ça ne revenait pas à Camara de gérer cet argent. Il y a des personnes qui sont habilitées à le faire et qui sont en fonction. Ils sont là vivants, ils ne sont pas morts. Et ils ont signé des chèques parce que c'est eux qui ont les chéquiers. 3 millions, 400 000, 500 000, ils ont fait. La destination, je ne peux pas te dire, parce qu'eux savent, lorsqu'ils ont fait le règlement intérieur de ce comité de suivi, comment est-ce qu'on paye les émoluments, est-ce qu'on fait ceci, tout ce qu'ils font là-dedans. Moi, je n'en sais rien, mais je veux tout simplement dire, quand tu lis ce qui circule, le directeur du cabinet du chef de l'État n'est pas là-dedans. En tout cas, d'ailleurs, j'essaie de le dire, pas avec autant d'affirmations, parce que je ne connais pas comment fonctionne l'État, mais sur base des informations que je lis, je crois que ça va être trop méchant de pouvoir le dire, alors qu'on peut véritablement lire le rapport de l'inspection et trouver qu'il y a des personnes établies pour faire ces choses. Si cet argent était parti dans le compte qu'on a voulu là, le compte de comité de suivi des travaux de 100 jours, je crois, comme à l'absence du gouvernement, ils avaient ça en main, probablement qu'on pourrait avoir des choses à lui reprocher. Mais ce n'était pas parti là-bas, donc. Donc, d'ailleurs, le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamere, a donné des éclaircissements par rapport à ces... Il a éclairci déjà. Hein. Je m'excuse, je n'ai pas lu son point de vue, c'est déjà une bonne chose. Voilà. J'étais en train de faire mon analyse par rapport à ce qui circule. Nous chutons, Président, oui. Nous chutons pour 100 jours. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des embouteillages partout, il y a des sauts de moutons qui poussent des terres. Qu'est-ce que vous pourriez... Il y aura une transformation dans le tout prochain mois? C'est un problème, c'est un chantier laissé par Joseph Kabila, peut-être que les gens n'en parlent pas beaucoup. Je crois que, je ne sais pas pour qui ils ont arrêté ça, peut-être pour financer les élections. Et le président de la République a bien fait de pouvoir lancer ce système. Vous savez, cette ville a besoin d'être aménagée. Okay. Et je crois que le nouveau ministre... non, le nouveau ministre de l'aménagement des territoires, M. Agé Matembo, que je salue en passant, a une charge de regarder. Il a quelqu'un qui a géré l'OVD qui est à ses côtés, qui nous disait à ce temps-là que pour que nous puissions mieux circuler dans cette ville, il faut qu'il y ait au moins 2 routes, même à terre, dans chaque commune. On n'a pas encore eu aussi. Alors le président de la République a dit, ben, commençons par des sauts de moutons. Et moi je pense que ça va nous aider. Parce que
si tu vas à l'aéroport et que tu n'as pas besoin de t'arrêter, eh bien, tu prends la bande, tu dessus et puis tu continues. Si tu vas à Très, à Limité ou à Matete, tu pourrais. Mais en attendant qu'on y arrive, nous devons payer les prix, papa. On passe par le désert toujours pour atteindre le canal. Donc, nous sommes obligés de passer par ce désert-là des embouteillages. C'est dur, mais je crois que par rapport aux générations futures, là, Tshisekedi laisse quelque chose qui va rester. Après son mandat, on regardera les sauts de moutons, on dira, ah, ça c'est Fatih qui a fait ça. Voilà. Je crois que eux, en tout cas, bravo. Il va faire ça, mais il faut continuer. Le nouveau ministre là de l'aménagement doit savoir que vous êtes à Mongafula pour aller à l'aéroport, vous n'avez pas besoin de venir à Matete. Il faut poursuivre ces programmes pour avoir quand même une ceinture dans la ville où nous pouvons circuler. Sous Mouzito, j'ai vu qu'on a ouvert la route à partir de la 12e rue et on pouvait passer à l'intérieur pour aller à Bandal. Je crois que cette route fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça que nous devons faire. Nous devons avoir des routes de circulation interne. Et ce n'est pas mon débat, c'est le débat du ministre de l'Aménagement du Territoire. Merci, monsieur Michel Dioum, président de la CDR. En tout cas, tu as respecté ton rendez-vous avec nous. Nous vous en remercions. Nous comptons vous revoir dans un autre numéro, toujours dans le cadre de ce magazine d'actualité croisée. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention pendant 45 minutes d'échange sans interruption avec monsieur Michel Dioum, qui est le président de la CDR, homme politique, syndicaliste, conseiller, conseiller économique et social. Nous allons revenir avec lui quand il y aura des sujets d'ordre national en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés dans les programmes de la télévision Odegamsen BDG. Au revoir.